Merci d'écouter Radio Sénégal. Il est 19h, le journal, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Plus de formation et d'investissement, c'est ce que veulent les agriculteurs du Sénégal qui tiennent leur 3e édition du week-end du poulet. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le ministre de l'élevage qui annonce la construction prochaine d'un centre de formation en aviculture à Mbao. Une ambulance médicalisée à la disposition du centre hospitalier régional de Tambacounda, ce don de la fondation Sonatel estimé à 40 millions de francs CFA vient renforcer le plateau technique de la structure sanitaire. Et puis, célébration ce samedi 13 février de la Journée internationale de la radio, un médium qui traverse une crise de vocation au Sénégal selon le journaliste Mamles Camara. Le thème de cette édition est la radio en situation d'urgence et de catastrophe. À suivre aussi dans cette édition la page des sports avec Momodouli, suivi de l'invité puis de la revue de presse de Aaron Diouf qui mettra fin à cette édition. Les aviculteurs du Sénégal veulent être mieux formés pour faire face à la concurrence et mieux se préparer à la levée prochaine de l'interdiction de l'importation de poulets. Les aviculteurs tiennent leur 3e édition du week-end du poulet. Tidassane. Le secteur avicole est en plein essor au Sénégal grâce à l'interdiction de l'importation de volailles en 2005. La production est passée de 7 millions à 30 millions de poulets en 2014 et près de 4 millions de personnes s'y activent. Toutefois, la cherté de l'aliment de volaille, déficit de compétitivité et de formation des acteurs préoccupe les aviculteurs, d'où l'intérêt de ce week-end du poulet. Idrissa Kama, secrétaire général de l'interprofession avicole du Sénégal. Nous devrons pouvoir ouvrir nos frontières après avoir mis à niveau toute la filière. Et cette mise à niveau, ça va de l'investissement à la formation. Les 2 piliers essentiels, c'est les investissements, c'est accompagner d'une réglementation adaptée et de la formation de nos ressources humaines. De par la formation, nous réglons la compétitivité, donc la capacitation de nos employés dans les entreprises, mais également nous donnons aux jeunes Sénégalais la possibilité d'avoir une formation diplômante, mais une formation qualifiée. Le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a dit toute l'importance que le chef de l'État accorde au secteur avicole. Le gouvernement compte ainsi accompagner les acteurs à être plus compétitifs à travers la formation. Aminata Mbengue Ndiaye. Je m'empresse de voir s'implanter véritablement le cluster aviculture du projet de formation professionnelle pour la compétitivité et l'emploi, financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA avec le concours de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction d'un centre de formation de référence en aviculture dans le site du Centre national d'aviculture de Mbao et la mise en place de centres satellites au niveau du CNFTIA de Saint-Louis, de l'ISFAR de Bambey, du CEPAS de Djembérin et le lycée technique Maurice Delafosse. Le secteur du poulet est également confronté à un phénomène de contrebande. Le ministre a exhorté les acteurs à signaler toutes les personnes qui s'adonnent à cette activité. Et ce week-end consacré au poulet est une bonne occasion pour les acteurs de surmonter ces difficultés. Tidassane, résolution du conflit en Casamance. Le comité régional des femmes pour la paix en Casamance oriente ses actions vers la jeunesse, surtout les élèves. Un atelier de 2 jours vient d'être organisé à Kolda. Un plan d'action a été élaboré. Moussa Banoura. Atelier qui a réuni des femmes, des jeunes, en particulier des élèves, mais aussi des enseignants. Ceci dans le cadre de la résolution du conflit qui sévit depuis plus de 33 ans en Casamance. Madame Mariama Daba Diamanka est la coordinatrice régionale du comité à Kolda. Oussoufra n'intervient au fond que dans la région, surtout de Ziguinchor, dans le cadre de ce projet d'intégration, de formation et autres. Je pense qu'il serait vraiment utile qu'ils étendent leurs activités aussi au niveau des autres régions pour que toutes les femmes puissent être formées, pour qu'elles puissent être soutenues. Madame Fatou Gueye, chargée de la mobilisation et du genre au niveau de Oussoufra Ziguinchor, par ailleurs animatrice de l'atelier de partage de 2 jours à Kolda, de revenir sur les axes d'intervention du projet. Nous voulons que les jeunes participent. Ils constituent une frange extrêmement importante de la population. L'autre aspect aussi de ce projet, c'est l'axe donc communication qu'on veut développer cette fois-ci. Un plan d'action qui repose sur des émissions radiophoniques, des ateliers scolaires et une soirée culturelle à Vélingara a été élaboré. Cela a permis à certains participants d'exprimer
leur sentiment de satisfaction. L'équivoque a été levé, que la paix n'est pas une affaire seulement de la Casamance, mais la paix c'est une affaire de chaque Sénégalais. Des impressions de satisfaction. Les politiques ont fini de faire leurs preuves quant à la recherche de la paix. Il faut privilégier l'approche communautaire. Il s'agit à terme de susciter chez les populations la mobilisation et l'engagement citoyen autour d'actions concrètes de plaidoyer. Kolda, Moussa Banora, RTS. La Fondation Sonatel avec Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, au chevet de l'hôpital régional de Tambacounda. Ils ont offert à l'hôpital une ambulance médicalisée d'un coût de 40 millions de francs CFA. Cette ambulance vient ainsi renforcer les moyens logistiques de l'hôpital, surtout dans le cadre des évacuations sanitaires à Damalai. Une ambulance médicalisée qui coûte 40 millions de francs CFA a été mise à la disposition du centre hospitalier régional de Tambacounda. C'est un geste de la Fondation Sonatel par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, que nous écoutons. Votre fondation, avec Madame Aminata Fall Sidibé, qui est administrateur général de la fondation, en venant avec une forte délégation remettre les clés de cette ambulance à l'hôpital régional, et c'est un signe de témoignage et très fort à l'endroit des populations, et nous voudrions vous dire que nous en sommes très reconnaissants. Sidi Ahmed Bekaïnias, directeur de l'hôpital régional de Tambacounda. Durant l'année 2015, nous avons noté 31 évacuations sanitaires en direction de la capitale. Ceci, soit 29 760 km parcourus par ces ambulances. Vous comprendrez, avec l'éloignement de la région de Tambacounda, que ce n'est pas un don de trop, c'est un don pertinent. La ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Kolsek, de féliciter ses agents qui ont accepté de venir travailler au niveau de la région de Tambacounda. Selon elle, ils méritent même une discrimination positive parce qu'ils font cet effort de soigner les populations partout où elles se trouvent. Adamalai, Tambacounda, pour Radio Sénégal. 19h07, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. La journée internationale de la radio est célébrée ce samedi 13 février. Thème de cette année, le rôle de la radio dans les situations d'urgence et de catastrophe. Pour beaucoup d'observateurs, la radio doit jouer un rôle de premier plan dans la vie des communautés, surtout en période de crise. Au Sénégal, la radio a toujours joué un rôle important dans l'éducation, l'information, mais aussi le rapprochement des populations. Même en Casamance, une zone qui était en conflit, la radio était là. Aujourd'hui encore, elle accompagne le processus de paix de Ziguinchor, la correspondance de Alioune Badradjeme. Si dans certains pays, la radio a joué le rôle de pyromane, au Sénégal et surtout en Casamance, elle a et continue de contribuer au processus de paix. Radio Sénégal, à travers sa 4e chaîne, déroulé des émissions thématiques avec comme contenu le cousinage à plaisanterie. Ibrahim Solimandian, un ancien de la chaîne 4. La guerre de libération de Guinée-Bissau venait de prendre fin. Donc 80, 81, 82, nous sommes entrés, nous, dans notre conflit entre frères. Notre rôle était de tempérer, d'appeler les gens à la réconciliation. Il fallait formuler pour ne pas faire mal. C'est une balle de Kalach. Quand tu parles la nouvelle, peut faire mal. Mais nous avons pensé, contrairement aux autres radios qui ont fait mal, hors de notre pays, bien sûr, qu'il fallait travailler d'abord sur des modules de réconciliation, de rassembler les populations. Nous avons utilisé particulièrement les outils de cousinage à plaisanterie. Les Badi, les Sonko, les Mandans, les Gassama, les Goudjabi, et même il y avait des villages qui sont cousins en plaisanterie. Même les radios privées n'ont pas dérogé à cette ligne de conduite. Malgré leur indépendance, ces journalistes ont su faire dans la mesure. Aujourd'hui, les radios communautaires nées de l'expérience de Radio Sénégal promeuvent à merveille la paix et le développement. Ibrahim Solimandian. Les radios communautaires sont les petites filles de la radio parle aux paysans. Et ça, c'est l'avènement de l'animation avec Ben Madi Sissé. Ce que je disais tout à l'heure, en rendant hommage au doyen Balabas Diallo, ce sont eux qui ont mis en place la radio parle aux paysans. Mais ensuite, ils ont formulé des messages qui partent de la base au sommet. Le rôle primordial de la radio est certes d'informer, juste et vrai, mais en zone de conflit, ce médium doit plutôt jouer le rôle de sapeur-pompier. À Ziguinchor pour la RTS, Aline Badradjeme. À Kédougou, la radio a fortement contribué au rapprochement des populations et à la prévention face à certains fléaux. Les populations conscientes de l'importance
l'importance de ce médium demande à l'État de le soutenir davantage. La région de Kédougou a été marquée par plusieurs événements catastrophiques qui ont entraîné beaucoup de dégâts matériels comme humains. Les plus importants sont la mort de Kekuta Sidibé, de Sina Sidibé, Mamadou Doudou Diallo. Ces événements ont suscité une très grande colère au sein de la population. Dans ces cas de catastrophe que Kédougou a connu, il était très difficile de mettre autour de la même table les manifestants et les décideurs. C'est à ce niveau que la radio a joué un rôle d'apaisement et de rapprochement entre les différentes parties. Abdoulaye Sidibé témoigne. La radio n'a cessé d'apporter son soutien à la population, surtout en situation difficile et en situation de catastrophe. L'événement de mon frère Feu Kekuta Sidibé, la radio communautaire était là, en train d'abord d'informer la population. Aussi, il a apporté son soutien par rapport à l'apaisement des jeunes qui étaient très agités sur tous les côtés de l'administration, le communiqué passé pour un peu calmer et pour dire aussi à la population que la lumière sera faite par cette affaire. Nul était la radio qui était là seule, de gauche à droite, qui informait les gens, qui mettait les gens au déroulement de cet événement. Du jour au lendemain, la population, pour le dire, l'État va mettre tous les moyens pour que la lumière soit faite sur ça. En plus de la prévention et de l'atténuation des catastrophes et des coûts humains associés, la radio a aussi contribué à prévenir les populations contre la maladie à virus Ebola, les inondations, les accidents de la circulation. Famahan Dembélé à Kédougou pour la RTS. Le directeur général de la RTS reconnaît que la radio nationale peine à émerger face à la télévision qui demande beaucoup plus de moyens et des impairs à corriger, assure Racine Talla, qui promet également un accompagnement technique. Nous l'écoutons. Il faut avouer que quand même dans les investissements, la radio a été beaucoup victime de la télévision. Ce que nous entendons corriger. Et c'est pourquoi, si les moyens suivent, nous sommes engagés, en tout cas, à faire de 2016 l'année de la radio. Donc le diagnostic est fait, nous avons effectué différentes missions, nous avons aussi reçu les différents rapports du directeur de la radio. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous savons où est-ce qu'il faut véritablement investir. Et on a vu qu'avec l'avènement aussi de la TNT, avec la mise à contribution de nos sites, de nos centres émetteurs, que la portée a baissé, le spectre de couverture a baissé, parce que simplement, le type de technologie utilisée par la TNT nous obligeait à baisser un peu nos antennes, ce qui en réduisait forcément la portée. Mais c'est plutôt les plateformes de production, les stations, les équipements qui sont devenus obsolètes, qui ne sont plus adaptés aujourd'hui à ce que doit être la radio. C'est pourquoi nous allons, en tout cas pour 2016, commencer à véritablement prendre en charge de façon vraiment soutenue les investissements pour pouvoir moderniser les outils de production. À l'instant donc, le directeur général de la RTS, Racine Talla, qui est notre invité en marge de la journée internationale de la radio célébrée aujourd'hui. Entretien à suivre juste après la page des sports. La radio traverse une crise de vocation au Sénégal, a estimé Mamles Camara. Le journaliste souligne que la forme distractive semble avoir pris le dessus sur celle éducative. Il faut jeter un coup d'œil critique sur ce médium. La radio stagne, elle n'évolue pas, a-t-il déploré dans un entretien avec l'APS à l'occasion de la journée internationale de la radio célébrée aujourd'hui. Le formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, a souligné la nécessité de rassembler tous les responsables des radios, les professionnels et les acteurs politiques pour réfléchir sur comment restaurer les fondamentaux de ce médium pour qu'il puisse continuer à servir les populations. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
19h15, l'actualité hors de chez nous au Mali. Attaque répétitive contre l'ONU et l'armée malienne. Le pays a été frappé par plusieurs attentats hier. L'une s'est déroulée à Kidal contre la base de la MINUSCA. Elle a été revendiquée par Ansardine et a causé la mort de 6 casques bleus. Autre Kidal, une embuscade près de Tombouctou au nord-est du Mali a tué 3 soldats maliens. Au Burundi, 2 personnes exécutées par un groupe armé non identifié. Cela s'est passé au centre du pays, dans la province de Maoro. Dans la nuit d'hier, une enquête est en cours pour déterminer les responsables de l'assassinat et aussi le mobile. Et puis présidentiel au Tchad, Danadi s'en prend à l'UA. L'ancien premier ministre a été investi par son parti, candidat à la présidentielle du 10 avril prochain. Il a vivement critiqué l'Union africaine pour avoir choisi Idriss Déby Itno à sa tête, ceci alors que son mandat en tant que président du Tchad est en jeu. À présent, la part des sports, c'est André dans nos studios avec Moumodouli. Bonsoir. Bonsoir à cette salle. Nous commençons par le football avec les préliminaires de la Ligue africaine des champions à Caroline Faye cet après-midi. L'AS Douane et Auréa Football Club ont fait match nul 0-0. Pour plus de précision, nous avons en direct de Mour Chafal. Oui, Mamadouli, 0-0 et le nul qui a sanctionné cette phase aller des préliminaires de la Coupe Ligue des Champions CAF entre la Douane et Auréa Football Club n'a fait qu'engendrer des regrets, puisqu'au moment où je vous parle, les 2 entraîneurs font face à la presse. Des regrets, puisque chacune de ces 2 équipes espérait sortir de ce duel sans merci avec la victoire ou bien le moindre but. À l'arrivée, c'est un nul qui arrange les 2 équipes, puisque également la volonté et le fond de jeu ne manquent pas de part et d'autre, avec un léger avantage de Auréa Football Club qui a engrangé beaucoup de points du point de vue des duels qui lui sont favorables, beaucoup de corners, beaucoup d'occasions de buts ratés. Au moins, cette équipe guinéenne aurait dû quitter le stade de Caroline Faye avec la victoire, mais la Douane n'a pas mal réagi, surtout en seconde mi-temps où Karim Sega a misé sur le renforcement de son attaque en faisant entrer le meilleur buteur du championnat du Sénégal, Yassi Ansou, qui malheureusement, le peu de temps qu'il a mis dans ce match, ne lui a pas permis de scorer. L'un dans l'autre, c'est un match nul qui arrange les 2 équipes avec, comme je vous l'ai dit, un léger avantage de Auréa qui, dans 2 semaines, va recevoir l'équipe de la Douane. Mais tout compte fait, c'est une équipe de la Douane très volontariste, très farouche d'ailleurs, qui veut relever le défi laissé par la Jeanne d'Arc depuis 2004 et face à un public très nombreux, puisque du point de vue ambiance, on ne s'est pas du tout ennuyé. C'est un stade plein à craquer avec le 12e Gaïndé qui est venu en renfort. Finalement, c'est un match nul blanc. Sur le plan spectacle, on n'a pas à en sourire, mais du point de vue ambiance, on se plaît et tout s'est passé dans les règles de l'art avec le fair play. Voilà donc, Mamadou, ce qu'il faut retenir. À l'heure où je vous parle, les 2 entraîneurs s'expliquent sur cette prestation, mais le maître mot et quelques buts que j'ai glanés ça et là permettent de dire que ce sont des regrets qui sont les mots que nous avons retenus de la part de Victor Konza et de la part de Karim Sega Diouf, l'entraîneur de la Douane. Voilà, merci Cheikh Fall. 0-0 donc entre la Douane et Auréa Football Club. Nous allons parler de basket avec la 4e journée du championnat de National 1 chez les dames. Victoire de l'Université Gaston Berger sur Mour Basket Club 74-37. En messieurs, Saint-Louis Basket Club est allé
battre Sibac 55 à 50 en déplacement. La douane a disposé de l'ASC Thiès 81 à 50. Nous parlons du marathon international, la première journée du marathon Eiffage 2016 ce samedi. Un parcours qui a eu comme point de chute le village marathon installé sur l'esplanade du CICAD, le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Nous retrouvons nos reporters sportifs sur place. Benoît Badian, c'est à vous. Bienvenue au village marathon installé sur l'esplanade du CICAD, le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Un centre qui a refusé du monde depuis les premières heures de la matinée. Athlètes, officiels, organisateurs ou simples inconditionnels sont tous là, sans oublier la logistique pour une grande compétition. Et déjà, retenez les premiers vainqueurs, l'université Gaston Berger de Saint-Louis au relais 5 x 1 km école-université. La police s'est imposée au relais 5 x 1 km réservé aux entreprises et institutions. Thierno Souleymane Diallo. La première journée du marathon Eiffage Dakar 2016 a été marquée par la victoire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont remporté l'épreuve 5 x 1 km des écoles et institutions. Maguey Mbodj, capitaine de l'équipe. C'était dur, mais on a profité des 3 premières courses pour creuser l'écart. Et aussitôt après avoir creusé l'écart, les 2 derniers, ils étaient tellement forts en course de fond. Et on les a laissés terminer d'une manière progressive. L'école nationale de police est sortie vainqueur du relais 5 x 1 km, une épreuve dédiée aux entreprises et institutions. Latir Djemé, agent de police. Ça n'a pas été difficile parce qu'on s'est préparé physiquement à ça, psychologiquement et mentalement. C'était trop dur parce qu'on s'entraînait matin et soir. Mais on dormait très tôt aussi. On se réveillait très tôt par le sport. On a préparé sérieusement. À part la grande catégorie, il y a aussi la petite catégorie qui a participé à ce marathon. Une forte mobilisation a été notée au centre international Abdou Diouf, lieu où se déroule en ce moment le marathon de Dakar. Le marathon international Eiffage de Dakar, une initiative saluée par certains participants qui dénoncent cependant des manquements dans l'organisation. Abidjalou. Courir pour l'avenir, ces jeunes ont bien compris le message. Ils viennent de Thiès, Diourbel, Kaolack, bref de toutes les régions du Sénégal. Et ces jeunes veulent d'ailleurs que ce marathon se tienne chaque 6 mois ici à Dakar. Pour une première fois, c'est bien. Parce que réussir cet événement d'une envergure internationale, c'est quelque chose qui est important. Vraiment, nous saluons cet acte de l'Eiffage qui est à pérenniser. Si on pouvait avoir ça tous les années, vraiment, ça ferait vraiment un développement de course à pied. C'est très intéressant, on est venu pour nous amuser. Parce qu'on peut faire ça chaque 6 mois, c'est bon. Le marathon, ça s'est bien passé quand même. Je le trouve même bien. Pour une première participation, il ne manque pas de quoi que ces jeunes dénoncent le manque d'organisation. Il y a un réel problème d'organisation. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le comité Eiffage devrait s'appuyer sur le bras technique de la fédération. C'est un peu mal organisé. Il y a beaucoup de chamboulements, mais à la fin, bon. C'est réussi. On ne sait pas au départ. Pour commencer, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde aussi. Les compétitions qui ont démarré ce samedi matin se poursuivent jusqu'à dimanche. La directrice de la compétition, par ailleurs présidente de la commission technique et d'organisation de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, fait le point au micro de Thierno Souleymane Diallo. Nous avons commencé ce matin par une épreuve de relais pour tous. Ce relais a été ouvert à des scolaires, des universitaires, des entreprises et des ambassades. Donc on a eu droit à 3 épreuves qui viennent juste de se terminer et on a vu qu'il y a eu du monde. Bon, c'est vrai qu'on a démarré tardivement parce qu'au moment de la clôture des engagements, tout le monde n'avait pas reçu son dossard. Et on leur avait donné rendez-vous ici pour pouvoir leur remettre leur dossard avant le début de l'épreuve. Ça a amené un peu de cafouillage, mais en fin de compte, on a pu maîtriser la situation durant les 2 dernières épreuves. L'attraction, le marathon international Eiffage de Dakar, première édition, c'est ce dimanche sur l'axe CICAD, AIBD CICAD, 42 km. Haïlé Gebré Selassie, champion olympique et mondial en course de fond, est bien là en tant qu'invité de marque. L'Éthiopien réagit au micro de Abidjalou. C'est une très bonne idée ce que j'ai vu ici parce que j'ai l'habitude de faire les marathons dans le monde entier, mais ce que j'ai vu à Dakar, on dirait qu'il y a 10 ans qu'on organise ce genre de marathon à Dakar. Maintenant, ça fait 21 ans que j'ai pas été à Dakar, mais ce que j'ai trouvé ici, c'est positif. Je trouve que la ville a vraiment changé, les gens sont plus accueillants, il y a eu beaucoup d'infrastructures
infrastructures, tout ça c'est important. Maintenant, pour les jeunes qui font du sport, je leur demande de persévérer parce que c'est pas facile. Il faut toujours insister et un jour ils pourront devenir comme Usain Bolt. Maintenant, j'ai arrêté de faire du sport. Ce que je fais, c'est du business. J'essaie d'évoluer dans plusieurs secteurs. L'information de cette première journée et le lancement des travaux de l'arène nationale vers la fin du mois, annonce faite par le ministre des Sports, Matarba, au départ des 10 km marche. Nous l'écoutons au micro de Thierno Souleymane Diallo. Aujourd'hui, on parle de marathon, on passe au sport. Mais ce qui est fait ici dépasse le cadre de sport. C'est le tourisme, c'est l'éducation, c'est la culture, mais c'est l'économie. Parce que c'est un privé qui a organisé un marathon. On voit d'autres entreprises sénégalaises tenir des stands et montrer aux Sénégalais ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que ça montre aujourd'hui que le levier sur lequel il faut s'appuyer pour booster les secteurs économiques du Sénégal, c'est le sport. Il y a le vice-premier ministre de la Chine qui va être bientôt au Sénégal et son séjour aussi nous permettra de lancer les travaux de l'arène nationale. Prévu bientôt avant la fin du mois, Inch'Allah, parce que s'il n'y a pas de report, il sera là du 21 au 25 et nous saisirons cette occasion pour poser la première pierre, la construction de l'arène nationale. Le départ du marathon 42 km ce dimanche est prévu à partir de 7h30, 10 minutes après le départ du semi-marathon. C'était tout pour ce premier journal du marathon international FH de Dakar. À la logistique, Moumoudou Marega, Serigne Saliou, montage André Noël Tchandoum, équipe technique Oumar Ba, Pape Madikefal, Ndiagassar, Ousmane Diouf et Babacar Mbaye. Au micro, Thierno Souleymane Diallo, Abi Diallo, Tanda Khagnaye et Benoît Badiane. Place maintenant à l'invité. Je vous l'annonçais tout à l'heure, il s'agit du directeur général de la RPS, Racine Talla, prétexte la journée internationale de la radio célébrée ce 13 février sur le thème La radio en situation d'urgence et des catastrophes. Racine Talla estime que dans ces situations, l'information doit être traitée avec responsabilité pour ne pas rajouter à la peur, à la psychose et à l'angoisse des populations. Le directeur général de la RTS nous parle aussi de son plan d'équipement de la radio. Racine Talla est interrogé par Papa Malick Ndao. Monsieur le directeur général, dites-nous, en situation de catastrophe et d'urgence, comment doit se comporter la radio? La radio, c'est d'abord un relais puissant, un médium flexible, souple. En cas de situation d'urgence, il est clair que la radio devient vraiment le médium le plus coté à cause justement de ses caractéristiques. Lorsqu'il y a des crises, il y a en général un élément extrêmement important, c'est la transmission de l'information. Information fiable, information aussi tirée à la bonne source. Et l'urgence, c'est l'urgence. Or, si vous prenez les autres types de médias, que ce soit la télé, que ce soit la presse écrite, que ce soit même les sites, il est clair qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies, il est plus facile de faire des relations radio via le portable, via le téléphone fixe. Donc, là où la télé va être obligée de déployer des satellites pour faire du direct, vous voyez tout de suite l'avantage comparatif, je pense, se décline de lui-même. Mais on ne doit pas utiliser cette flexibilité-là pour manipuler non plus les populations ou pour créer l'angoisse, pour créer la peur. Donc la radio doit contribuer à orienter les populations, doit contribuer à informer en temps réel les populations. Parce que quand on parle d'urgence, c'est que le temps devient véritablement précieux. La radio reste encore vraiment le médium le plus souple, le médium aussi auquel on fait recours lorsqu'il y a justement ces situations envers du décor. C'est qu'il ne faudrait pas que justement la radio soit utilisée durant cette période-là pour donner des contre-messages. Si je comprends bien, le journaliste doit traiter l'information, mais il doit prendre des précautions. C'est extrêmement important. Et c'est là que le métier de journaliste est important, parce que dans la masse d'informations qu'il reçoit, il doit être apte à voir quelle est l'information utile. Parce que sinon, il risque aussi d'être un relais inconscient, un relais aveugle des sources qui peuvent avoir des objectifs
autres que des objectifs d'information, autres que des objectifs d'information au service du citoyen. Le traitement de l'info en situation de catastrophe nécessite donc de la responsabilité. Qui dit responsabilité parle de professionnalisme et à la limite de la formation du journaliste. Donc la formation du journaliste est importante dans ce cas. Mais vous savez, même dans les écoles de journalisme, il y a des modules qu'on appelle communication en temps de crise. Donc l'urgence, la catastrophe, c'est quasiment des situations de crise. Et c'est important pendant ce temps que le journaliste puisse s'attacher les bonnes sources, puisse assurer lui-même sa sécurité et faire preuve de responsabilité. Savoir qu'on a une lourde responsabilité parce que l'information que l'on diffuse va se traduire en action au niveau des populations. C'est ce qu'on appelle les effets pragmatiques, n'est-ce pas, de la communication. Donc il est important à ce niveau-là que le journaliste ait été à la bonne école. Parlons du cas spécifique de Radio Sénégal. Vous êtes le directeur général de la RTS. Vous savez, au niveau de la radio, les ressources humaines sont là, mais la radio est confrontée à un problème de logistique, de problèmes techniques. Vous, qu'est-ce qui est prévu dans votre programme, dans votre vision pour le rayonnement de la radio nationale? Il faut avouer que quand même dans les investissements, la radio a été beaucoup victime de la télévision. Ce que nous entendons corriger. Et c'est pourquoi, si les moyens suivent, nous sommes engagés, en tout cas, à faire de 2016 l'année de la radio. Donc le diagnostic est fait, nous avons effectué différentes missions, nous avons aussi reçu les différents rapports du directeur de la radio, et aujourd'hui nous pouvons considérer que nous savons où est-ce qu'il faut véritablement investir. Et on a vu qu'avec l'avènement aussi de la TNT, avec la mise à contribution de nos sites, de nos centres émetteurs, que la portée a baissé, le spectre de couverture a baissé, parce que simplement le type de technologie utilisée par la TNT nous obligeait à baisser un peu nos antennes, ce qui en réduisait forcément la portée. Mais c'est plutôt les plateformes de production, les stations, les équipements qui sont devenus obsolètes, qui ne sont plus adaptés aujourd'hui à ce que doit être la radio. C'est pourquoi nous allons, en tout cas pour 2016, commencer à véritablement prendre en charge de façon vraiment soutenue les investissements pour pouvoir moderniser les outils de production. Monsieur le directeur général, merci. À présent, la revue de presse signée Aaron Diouf. Il est à la une de la presse du jour. Thione Seck qui obtient une liberté surveillée, informe Enquête Quotidien après 8 mois de détention préventive. Balago rentre à la maison, écrit Walf Quotidien. Pour qui c'est à la faveur d'une liberté provisoire que Thione Seck a été libéré hier par le juge Yakham Leye après avis favorable du procureur de la République. Ainsi, pour beaucoup, écrit l'Observateur, Thione Seck a été élargi de prison pour des raisons de santé. Mais la vérité, selon mon confrère, est tout autre. Son avocat Bamba Cissé, qui avance dans les colonnes du journal des raisons classiques condensées dans la dernière demande de liberté provisoire de Thione Seck. Balago sur un air de liberté, c'est presque la fin, indique le quotidien, et son bêtiste, la fin d'une expérience qui relève de la volonté divine, parce que finalement, dans ce pays, ironise mon confrère, c'est le meilleur allié pour se disculper des fautes qu'on a commises consciemment ou inconsciemment. Et justement, dans ce qu'il appelle la justice des VIP, le commentateur de Enquête estime que certes ici, il ne s'agit pas encore de jugement, et loin de nous l'idée de contester la décision du juge du deuxième cabinet, mais il nous paraît important, selon Mamtala Diaw, de dire toute notre désolation par rapport à cette mesure, parce qu'à voir la manière dont fonctionne notre justice, il est évident, selon Enquête, que tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Oui, parce que Thione Seck a été libéré,
nous dit-on, pour raison médicale. Ces avocats soutiennent le contraire. Mais combien de prisonniers, se demande mon confrère, souffrent aujourd'hui de pathologies parfois même incurables dans nos vétustes et délabrés lieux de détention? Toutefois, relève Samba à l'art du populaire, on ne sait pas ce qui se passe dans le secret de sa chambre, mais Dame Justice semble clémente à ces temps-ci, et il faut dire que cet esprit de dépassement a prévalu au sujet de Thione Seck en considérant son état de santé chancelante. Santé Yàlla, donc, souligne le populaire. Pour le chanteur, il faut le reconnaître qu'il n'est pas quand même préviant, mon confrère, sorti de l'auberge. Et puis chez l'accréditation des journalistes au palais de la République, à la une également de la presse, le chef de l'État selon Le Soleil pour une meilleure collaboration avec les médias, parce que pour Macky Sall, le pouvoir et la presse ne sont pas antagoniques. Chacun doit évoluer dans son sphère avec des spécificités. La presse en l'occurrence avec son indépendance, mais la presse également sur certains aspects doit travailler et collaborer, indique le chef de l'État, avec les pouvoirs publics. Voilà donc la revue de presse de Aaron Diouf met fin à cette édition qui vous a été présentée par Aïssatou Sall. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de ce soir pour la mise en onde Modou Diop et Thiabasek, au centre de modulation Alain Ndoye, à la réalisation Ibrahima Khalil Goudiaby et Momar Kadhafi Diakhaté. Bonne suite des programmes à tous sur Radio Sénégal.